Bienvenue encore une fois et merci de nous rejoindre sur la 95.3 à Conakry, sur Fraternité FM, du côté de Mamoun et à travers Dabo Média dans la région de Kankan et celle de Zérékoré. Bienvenue à l'écoute de Mirador avec une équipe 100% en féminine en ce 8 mars. Diarra Girassi, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour aux autorités sur place, bonjour au ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie, Abessila. Voilà, nous savons quand même que nous célébrons la femme aujourd'hui et la femme guinéenne. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le 8 mars, Diarra? J'en viens, Arissatou. J'en viens parce que nous sommes au 21e siècle. On ne puisse pas comprendre que jusqu'à présent, les femmes traînent dans la capitale. On n'en parle même pas en région. Traînent avec des bassines sur la tête à la recherche de l'eau. Voilà, en plein... à Kaloum. À Kaloum, par exemple. À Kaloum, par exemple, des femmes se lèvent à 5 h du matin pour aller chercher de l'eau. Le cas emblématique à Conakry, c'est le cas Afia. Des femmes en souffrent. Nous savons quand même que ces femmes se battent pour pouvoir rehausser l'économie de ce pays. Ce sont elles qui tiennent le PIB, le produit intérieur brut, parce qu'on sait que ce sont elles qui se lèvent les matins pour pouvoir aller chercher de quoi nourrir toute une famille. Ce sont elles qui tiennent les dépenses dans les familles. Donc ces femmes, elles sont... Vous êtes passé par là, Diarra? Parce que moi, je suis passé par là à Kipé. Hein? Mais écoutez, les marchés de Conakry ne dorment pas. À n'importe quelle heure, quand vous partez dans ces marchés-là, vous allez trouver que des femmes. Et pendant ce moment-là, vous trouverez que les maris, peut-être, sont en train de ronfler sur le lit. Donc, c'est ces femmes-là qui se battent. La femme guinéenne, elle est dégourdie, elle est battante, elle est dévouée pour le travail. Voilà. Mais c'est regrettable de constater quand même qu'elle n'est utilisée que lors des échéances électorales pour qu'elle puisse battre à campagne. Et après, lorsqu'elle mette quelqu'un à la magistrature suprême, on les choisissons de jouer ce rôle. Eh bien, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Il faut se battre, Diarra. Oui, il faut se battre, mais elles sont en train de se battre. La femme guinéenne... Les gens aiment le dire que quand on donne les moyens à la femme guinéenne, elle est capable de déplacer une montagne. Moi, je dirais que la femme guinéenne a prouvé que sans moyens, elle peut déplacer une montagne. C'est ça, la femme guinéenne. Voilà, pendant ce temps-là, on est en train de parler des femmes. Les femmes souffrent énormément dans ce pays. À l'instant où je vous parle, il y a des femmes qui sont incarcérées. Pourquoi? Pour avoir été mariées de force, pour avoir été mariées précocement. Et après, quand elles ont, du fait de leur vulnérabilité, du fait de leur désespoir, elles sont allées à l'extrême en commettant des meurtres ou bien en s'investissant dans le trafic de drogue. Il y a quand même eu des efforts, il faut le reconnaître, dans la lutte contre les mariages précoces. Oui, mais... Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même à tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que ce sont de très belles femmes qui se retrouvent en milieu carcéral. Vous savez de quoi je parle. Une prison dont la capacité est réduite. Pour des femmes comme ça, c'est un peu difficile. Donc, c'est le moment pour nous de lancer l'alerte pour pouvoir dissuader d'autres femmes. Quand on ne veut pas être marié de force, quand on ne veut pas être marié précocement, on prend des dispositions. Il y a des ONG qui évoluent dans ce sens. Mais il ne faut pas qu'on accepte de se retrouver devant le fait accompli et de se rendre justice. C'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que les femmes fassent maintenant, parce que les peines pour des crimes pénaux sont extrêmement lourds. Donc il va falloir faire attention pour que d'autres femmes qui nous écoutent en ce moment ne refassent pas la même chose, parce que ça pourrait leur coûter gros. Alors, Diana, Diarra parle de beaucoup de choses à la fois, le difficile quotidien des femmes qui sont incarcérées, des femmes qui sont mariées à l'âge précoce. Tout ceci, c'est un lourd fardeau à porter pour la femme. Tout à fait. Alors, bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci, Diarra. Je pense qu'elle a... De ce côté, elle a vraiment raison. Et ce n'est pas seulement à Kaloum que les femmes se réveillent très tôt. Moi, je suis passée par exemple à Koloma, à Bambeto. Vous voyez déjà les femmes dès 5 h du matin qui sont déjà là. Il y a d'autres qui sont obligées de se réveiller à 3 h. Des filles indiennes. Oui, non, d'aller d'abord à 3 h du matin pour arriver à 4 h à Madina, pour pouvoir prendre leurs marchandises, et les poissons et consorts, pour revenir vers les marchés de Taouia, pour aller à Matoto, pour venir à Bambeto et tout ça. Donc c'est un quotidien très difficile, et bien sûr que les hommes sont encore au lit et ce sont les dernières à se coucher. Donc on interpelle les autorités. On aura tout à l'heure, je crois, la ministre de l'Action sociale. Elle nous dira quels sont les engagements, quelles sont les actions qu'ils prennent par rapport à tout cela. Et aussi en milieu incarcéral, vous avez parlé de cela. Vous avez oublié, il y a eu un cas ici, je crois, il y a 4 ans auparavant, d'une femme
femme qui a été, d'une fille peut-être pas violée, mais abusée par son oncle où elle habitait et qui s'est retrouvée en prison parce qu'elle était sûrement femme, parce qu'elle a moins de moyens et elle était enceinte malheureusement. Il y a eu assez de tapage. Voilà, je crois bien, Diaraï. Il y a eu assez de tapage par rapport à son cas pour qu'au moins qu'elle puisse accoucher dehors. Je suis sûre que si les conditions, si on était dans un pays où certains droits étaient respectés, elle ne serait pas allée en prison. On a abusé d'elle quand même. Donc on interpelle les autorités, on interpelle tout le monde par rapport à ces cas-là et les femmes sont vraiment victimes en Guinée. Mariam Nabé, bonjour. Bonjour Aguissatou et bonne fête à toutes. Merci beaucoup. Alors moi j'interpelle le ministre du Commerce parce qu'aujourd'hui le prix des denrées de première nécessité a flambé et il y a quand même certaines familles aujourd'hui tenues par des femmes qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Non, il y a certaines, 2 fois d'ailleurs. Merci beaucoup. Il y a ces femmes qui sont dans les marchés, les femmes d'en bas, si je peux me le permettre, elles sont sans voix. On a l'impression que ce sont les femmes qui sont plutôt allées à l'école qui bénéficient des avantages de certains fonds. Par exemple, quand vous prenez les MUFA, on a constaté qu'il y a des femmes qui sont allées à l'école, qui sont lettrées, qui en ont fait ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, presque, on ne parle plus de ces MUFA. Il n'y a même pas de traçabilité. Il n'y a même pas de traçabilité. Aujourd'hui, il y a combien de femmes aujourd'hui qui, par le fait de l'inexistence d'une garderie ou des garderies publiques aujourd'hui, qui n'arrivent pas à travailler. Vous avez des enfants à la maison, vous avez la volonté de travailler, mais vous ne savez pas à qui confier ces enfants comment le faire. Donc il y a toutes ces questions et je pense aussi, une pensée aussi à toutes ces femmes qui succombent du fait du cancer, parce qu'aujourd'hui je pense que le ministère de l'action sociale des femmes, le ministère de la santé aussi, je pense que ces deux ministères doivent unir leurs efforts pour allouer un fonds d'aide au cancer, parce qu'il y a quand même de nombreuses femmes qui meurent par faute de moyens du cancer du sein et de celui du col de l'utérus. On parlera justement des soins de santé. Aïssatou Bari, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour communauté FIM. Laissez-moi me positionner face à ma caméra. Un bonjour spécial à nos sages-femmes africaines, surtout celles guinéennes. À celles qui osent maltraiter les femmes dans les salles d'accouchement. C'est quand même très étonnant, c'est désolant de voir que c'est une femme qui est à la base de la souffrance d'une autre femme. Mais attends, de quel droit vous vous permettez, bon sang de Dieu? Vous qui êtes censés être là à chouchouter, à dorloter, à soutenir ces femmes durant cette période, des femmes qui à un moment donné ont du mal à faire le distinguo entre le rouge et le noir, ce sont celles-là même qui se hasardent à sortir des mots, disons, déplacés, à même aller jusqu'à chicoter ces femmes-là. Non mais attention, on est dans quel pays là? Certainement, sincèrement, moi j'encourage toutes les femmes victimes de tels actes d'oser dénoncer. Il faut dénoncer parce qu'il faut tout mettre en œuvre. Après l'accouchement, il ne faut pas le faire pendant l'accouchement. C'est clair qu'on ne peut pas le faire pendant l'accouchement. Mais après l'accouchement, tu es sûr que non, tu es clean côté santé, tu te mets... Je ne t'incite pas à la violence, hein, mais franchement, il faut oser dénoncer. Les médias sont là. On va vous épauler. C'est une coutume. Effectivement, c'est parce que... Et qui est pérennisée aujourd'hui. Justement, c'est parce que il n'y a pas assez de sensibilisation autour de telles pratiques. Il faut beaucoup sensibiliser, il faut que les autorités s'impliquent, sensibiliser davantage. Il faut inviter ces femmes-là, victimes de telles pratiques, à dénoncer. Nous sommes là, les médias, pour les soutenir, pour que de telles pratiques cessent. Franchement, trop, c'est trop. On ne vous a pas forcé de faire ce métier-là. Mais si vous ne pouvez pas, il faut changer. Le problème, c'est dans la tête du Guinéen. Sensibilisation ou pas, je pense que le bon sens, le sens de responsabilité morale de chacun voudrait que on ne se mette pas dans une posture de torturer l'autre pendant que vous voyez qu'elle est en train d'ailleurs de se mordre de douleur. Ouais, qu'elle est dans justement, mais moi en tout cas, mon sens de responsabilité ne me permettrait pas de me mettre dans cette posture. Sauf que tout le monde n'est pas Yaraï. Non mais attention, sauf que tout le monde n'est pas Yaraï. Celle qui s'adonne à de telles pratiques, problème. Vous savez, nos textes de loi ne sont pas appliqués. Ça, c'est un fait, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Mais il y a un facteur chez le Guinéen qu'on doit travailler. C'est son esprit, son cerveau. Parce que le Guinéen fait toujours le contraire en fait. On a l'impression que le Guinéen fait de l'anormal, du normal. Et merci ça, de me rejoindre finalement. Il faut un processus pour un changement de comportement. Et ceux qui passent forcément par des séries de sensibilisation. Il faut que les autorités s'impliquent. Adiatou Yaya, bonjour. Forcément quelque chose à dire sur la santé.
Bonjour Arissatou, bonjour à toutes et bonne fête à toutes les femmes. Bien sûr que j'ai quelque chose à dire en ce qui concerne la santé. Je vais juste revenir pour le sujet de Yaraï. Je dirais tout simplement 2 choses. Gestion et application des textes de loi. Et c'est ce qui pose problème dans ce pays. L'application des textes de loi nous fatigue beaucoup et ça c'est dans tous les domaines. Que ce soit santé, énergie, eau ou communication, l'application des textes de loi nous fatigue beaucoup. Et en ce qui concerne les sages-femmes, il y a la formation et on ne sanctionne pas. C'est devenu un quotidien, un rituel, on pense que c'est normal. C'est le fait qu'il n'y a pas de sanctions et c'est ce qui nous fatigue dans ce pays. Les textes sont là mais on ne les applique pas. Donc je fais ce que je veux parce que je ne serai pas puni. Qui peut me dire quelque chose? Rien. Et même quand on porte plainte ou bien on dénonce, il y a mon chef qui va me protéger. Pourquoi je vais m'inquiéter? Mais c'est pourquoi les médias sont Mais le là, chef madame. là ne peut pas être sanctionné. Mais c'est ce que je dis. Il faut commencer à la base. Et généralement, les chefs pensent qu'ils sont au-dessus des lois. En même temps, Hadia, tous sont les hommes, les maris, pendant que la femme accouche. Non, mais Là aussi, c'est notre problème. Excuse-moi, la plupart de ces matrones n'ont pas eu d'enfants. Hein. Vous savez, elles ne connaissent pas cette douleur-là. La plupart de ces matrones, elles sont tellement. Bon, ça reste quand même ça reste à vérifier. Vous regardez, vous verrez que la plupart le problème, c'est un problème d'approche, à mon avis. L'approche, on l'a ratée. Parce qu'on oublie les potentielles cibles, en fait. Parce qu'on se focalise le plus souvent sur X, Y, alors que les hommes font partie intégrante du processus. Il devrait être là. Hein. Il devrait être présent, mais je ne pense pas que, en tout cas au niveau de nos hôpitaux, on accepte même que le mari rentre dans les salles. Dans les cliniques, oui. Bon, dans les cliniques, moi je parle dans les hôpitaux, dans le CHU. Ah, mais c'est bien alors. Si elle est seule, on accepte que l'époux soit là. Ah, mais ça c'est bien. Parce que le mal est que plusieurs femmes aussi peuvent se retrouver en même temps. Les soins ne sont pas humanisés, la dignité n'est pas respectée. Ça aussi, c'est notre problème. C'est ça le problème. Parfois, ce que je dirais en ce qui concerne la santé, nous avons un premier problème qui est la gratuité des soins. Il y a beaucoup de soins qu'on dit que c'est gratuit pour les femmes, mais aujourd'hui qu'on paye. Combien de femmes payent jusqu'à présent la vaccination? Je ne touche même pas la césarienne, ça c'est un problème à part. Je parle des questions de vaccination. Lorsqu'on a un bébé, lorsqu'on a accouché, il y a des vaccins que ce bébé doit prendre. Et ces vaccins-là sont gratuits, c'est même noté dans le carnet. Mais toutes les CPN, vaccination gratuite. Toutes les femmes aujourd'hui, lorsqu'elles vont, elles payent au moins un montant. 5 000 ou 10 000. Moi-même, j'ai payé. Oui, mais parce que dans nos hôpitaux, pardon, excusez-moi de vous interrompre, dans nos hôpitaux, il n'y a pas de dispositif d'accueil, c'est pas du tout structuré. Chacun vient, il tombe sur un stagiaire, celui-là le facture très bien en sa guise et après ça va, tout le monde, il n'y a pas de dispositif. Il faut commencer à mettre un dispositif. Normalement, on a des structures de contrôle, même dans les centres de santé. C'est pour cette raison j'ai dit 2 mots, gestion et application des lois. C'est ce qui nous fatigue dans ce pays. On gère mal les choses, tout le monde s'érige en spécialiste de quelque chose, tout le monde est spécialiste. Comme vous venez de le dire, le stagiaire, il va venir se présenter devant le malade comme médecin. Le malade, lui, il ne fait pas la différence. Il va te taxer, il va te soigner, il va te donner des produits bons ou pas, tu ne sais pas. Parce que la gestion n'est pas là, l'organisation n'est pas là, la structuration manque encore. Donc c'est pour ça que je parle de cette histoire de gratuité. En ce qui concerne la césarienne, c'est un autre problème. Non, là, c'est encore plus profond. Non, excusez-moi, au niveau de la césarienne, l'acte est gratuit. Mais les produits qu'on vous injecte, qui vous a dit que c'est l'État qui met à la disposition pourquoi ils n'ont pas communiqué là-dessus? Je pense que c'est la communication qui n'a pas été bien faite. Mais quand vous partez, pardon, excusez-moi s'il vous plaît, quand vous partez dans les centres de santé, on prend le temps de vous expliquer. La césarienne, elle est gratuite, mais les produits qu'on vous injecte, ce n'est pas gratuit. On devrait le faire en amont, il y a des médias pour ça. C'est gratuit normalement. Et on devrait également les traduire dans nos langues nationales. Voilà, c'est surtout pour ça que quand tu as parlé de la césarienne, je dis ça, on va discuter. Pourquoi la césarienne, c'est un problème? Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre réellement qu'est-ce qui est gratuit dans la césarienne. Ou pas. C'est vrai. Qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas gratuit? C'est vrai qu'il y a eu des campagnes d'information, de vulgarisation, mais je pense que ça n'a pas été suffisamment fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vous diront qu'elles ont payé la césarienne, alors que l'acte est gratuit, le kit. Il y a un kit. Il faut que y a un kit qui est là. Hein? Il y a le kit. Oui, normalement. Et il est fourni par l'État. Oui, Nabé. Il y a le kit. Mais tout ce qui est utilisé
qui ne fait pas partie de ce kit, tu es obligé de le payer. Lorsqu'il y a certaines complications, tu dois payer parce que ça ne fait pas partie du kit gratuit qui est offert. Mais maintenant, le problème, il est où? C'est que nous, femmes et hommes, en tout cas les Guinéens, ne peu encore savent aujourd'hui qu'est-ce qui est gratuit dans ce kit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on dit à une femme, ah moi j'ai payé la césarienne. Tu as payé la césarienne, mais qu'est-ce que tu as payé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de complications? Ce qui fait que jusqu'à présent, on n'arrive pas vraiment à situer cette question de payer césarienne ou pas. Gratuité de la césarienne. Gratuité ou pas. C'est ce qui fait que ce sujet, il est encore compliqué. Moi, je pense qu'en ce qui concerne la gratuité de la césarienne, le ministère doit relancer la vulgarisation. Et quand je dis vulgarisation, ils doivent aller au fin fond, dans les confins, ne pas se concentrer dans les grandes agglomérations qu'on a créées. Le ministère a un budget, non, pour la communication. Ils doivent encore communiquer parce que les gens ne comprennent pas. Il y a quoi dans ce kit? On ne sait pas. Est-ce qu'on m'a fait payer quelque chose qui devait être dans ce kit? Ça veut dire que si la communication n'a pas été bien faite, ça veut dire que celui qui devait faire son boulot ne l'a pas bien fait. Puisqu'on sait quand même que le Guinéen est toujours en train de contourner la normalité. On connaît les budgets dans ce pays, ça sert à acheter des véhicules et tout ça. Oui. Encore une fois, gestion. Et toujours concernant l'accès aux soins de santé, tu as parlé de véhicules, je vais parler d'ambulance. En 2019, on a fait une enquête à Kinya, Boké et Conakry. Moi, j'étais superviseur dans Boké. Je suis allée dans, on va dire, dans une sous-préfecture. On a échangé avec les femmes sur l'accès aux soins de santé. Alors moi, ça m'a fait mal d'apprendre de la bouche de ces femmes-là que quand elles sont en travail, quand c'est la nuit, le travail est déclenché, elles doivent accoucher, elles sont obligées de prendre une moto pour aller à Bokéville dans l'hôpital. À l'hôpital parce que le centre de santé qui a été mis dans leur sous-préfecture là-bas, soit ne fonctionne pas, soit le chef de centre n'est pas là-bas, soit il n'y a pas ce qu'il faut pour s'occuper d'elle. Donc imaginez, tard la nuit, le travail a commencé, vous trouvez une moto, une femme qui est en plein travail, tu t'assois en plein secousse pour aller à des kilomètres pour aller à l'hôpital. Alors qu'il y a des ambulances, hein? Alors que normalement, dans les hôpitaux préfectoraux, normalement il faut qu'on mette des ambulances ou bien des véhicules vraiment qui puissent transporter ces femmes-là. Et c'est ce qui arrive également, ça c'était au niveau de Binti Modia. Mais le plus souvent, il n'y a pas d'essence dans les ambulances. À qui la faute? Voilà, il y a un seul problème de gestion. À Binti Modia, c'était la même chose. Le monsieur, il nous dit, difficilement d'abord, tu vois un véhicule arriver à Binti Modia. Donc, lorsqu'il a des cas graves qu'il ne peut pas traiter, ils sont obligés d'aller jusqu'au bord de la route. Alors là, c'est des kilomètres. Soit on prend une moto, soit tu marches. Tu vas chercher un véhicule là-bas que tu vas négocier. Le véhicule vient, ça te fait des heures. Avant qu'on te prenne, qu'on t'envoie maintenant à l'hôpital de Boké. Vous avez vu toutes ces... combien d'heures? 2-3 heures. Si je pense que la personne est blessée, qu'elle saigne, elle risque de se vider de son sang. Donc, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'accès des femmes aux soins de santé. Après, moi, je condamne ces femmes-là parce que je condamne ces femmes-là parce que elles sont celles qu'on utilise pour justement accéder à la magistrature suprême. Tu sais que tes droits sont bafoués. Tu sais qu'il y a des promesses non tenues. Mais bon sang de Dieu, à la prochaine élection, le candidat qui viendra s'arrêter devant toi pour te faire d'autres promesses, mais c'est le moment de le sanctionner. Mais c'est le moment de le sanctionner. Combien de candidats ont des programmes de gouvernance? On a vu à la dernière élection, il n'y avait que quelques partis. Même le parti au pouvoir n'avait pas de programme de gouvernance. Je n'appelle pas ça des programmes de gouvernance. Ça, c'est des programmes copier-coller. Et le problème, c'est que la population à la base n'arrive pas à justement voter en fonction du contenu des programmes, mais en se basant sur l'ethnie. C'est ce qui fait défaut. Et il y a... Oui, je voulais juste dire qu'en ce qui concerne... Bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Vas-y, le temps que je me retrouve. Allez-y sur Nabé, sur des localités, même ici dans la zone de Conakry, qui n'ont pas de structure de santé. Quand on prend par exemple Fofomere, Verlaté, Somphonia, on parle de Tayaki. On parle de Tayaki, on parle même pas de centre de santé. Donc je pense que ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais à Conakry aussi ça existe. Et c'est vraiment le moment d'attirer l'attention des autorités qui sont vraiment en notre écoute en ce moment, de repenser les stratégies, et de repenser aussi sur
sur l'utilisation du budget de fonctionnement de du ministère. Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui meurent en salle de travail ou parce qu'elles n'ont pas de moyens pour aller dans les structures au 21e siècle. Plus. Donc, après il va falloir 6 se bouger décennies dans ce d'indépendance. sens. Oui. Oui, alors rapidement, parce que je pense très voilà, rapidement. très rapidement, je voulais juste dire, c'est à Aïssatou, tout simplement, les candidats à l'élection, que ce soit présidentielle ou autre, te disent ce que tu veux entendre. Combien de fois on nous a dit je te donne l'eau, je te donne le courant, je viens au pouvoir, on voit pas l'eau, on voit pas courant. C'est difficile. Il faut une prise de conscience au niveau de la population. Voilà, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Et rapidement, en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, je voulais parler de la santé de la reproduction, l'accès aux produits contraceptifs. Qu'est-ce que je voudrais préciser? Les gens pensent que ces produits sont gratuits. En fait, ces produits ne sont pas gratuits. Ça, c'est à guise d'information. C'est pas gratuit, mais le coût est amoindri. Mais là également, on se confronte parfois à un problème, c'est que quand tu vas à l'hôpital pour payer, celui qui doit te vendre le produit, il met son pourcentage dessus. C'est ce qui fatigue les femmes. Il faudrait également un contrôle à ce niveau. Et vous savez ce qui est à l'origine de ça, parce que ces personnes que vous rencontrez en face là, ce sont des stagiaires qui ont fait une dizaine d'années là. Voilà. Comment Ils sont pas payés. Je sais de quoi je vous parle. Ils sont pas payés. Ils sont pas payés. Oui. Donc du coup, en fait, ils puisent leur salaire ou leur quotidien dans la poche C'est là des leur patients. gagne-pain. La santé, c'est l'argent, hein, il faut bien le comprendre. C'était donc notre tour d'échauffe. Mirador se poursuit. Loin d'avoir abattu toutes leurs cartes, dans le jeu de l'invasion médiatique en cours, les Warriors de FIM FM, toujours prêts à monter au filet après avoir brisé le plafond de verre sans équivoque. FIM FM, un incubateur de la démocratie par excellence. GFM, Yes Weekend. FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Célébration donc ce 8 mars en grande pompe au Palais du Peuple de la Journée internationale des femmes. Nous aurons l'occasion d'entendre notre envoyé spécial Amadou Ribari au Palais du Peuple. Une journée célébrée également à l'intérieur du pays, un peu partout donc. Mais avant, on va écouter la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté, s'est exprimée hier à la télévision nationale à l'occasion de ce 8 mars. Nous vous proposons de l'écouter. La Commission des Nations Unies sur la condition féminine tiendra en mars 2022 sous le thème sa 66e atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Le choix de ce thème découle des conséquences désastreuses du changement climatique et de ses corollaires sur les populations et leur environnement. Il s'agit notamment de l'organisation d'émissions radio-télévisées, l'organisation de conférences, débats entre femmes pour un partage d'expériences en rapport avec le thème de cette année. Le reboisement de certains sites dégradés en Haute-Guinée et à Conakry, l'élaboration et la validation du rapport 2022 de la République de Guinée. Qui parle notamment de la thématique de cette année, on parle d'environnement, on parle de reboisement, c'est aussi important, hein? Oui, vous savez, égalité, autonomisation, ce sont des droits fondamentaux de la femme. Et qui parle de droit, en fait, le droit va de pair avec le droit à la protection de l'environnement. Même si ce droit n'a pas été mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a quand même des textes, des articles de ce texte qui renvoient à la protection de l'environnement, comme vivre dans un environnement sain. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui de mettre l'accent sur ce facteur, parce qu'aujourd'hui, on fait face à un problème qui peine à être résolu, notamment avec les
les grands pollueurs du monde comme la Chine, l'Inde et puis les États-Unis qui ont quand même du mal à appliquer le contenu de l'accord cadre de la COP 21 qui s'est tenu à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif que s'est fixé les nations, c'est pouvoir réduire le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius. Et aujourd'hui, on a quand même des problèmes puisque c'est l'Afrique qui paye les frais en fait par rapport à cette pollution de l'environnement. C'est bien qu'on puisse mettre l'accent sur quand même ce phénomène, puisque aujourd'hui, même pour débloquer les fonds alloués à la pollution de l'environnement, il y a beaucoup plus de protocoles autour de cela. Je pense qu'il y a quand même lieu de mettre l'accent sur ce phénomène pour pouvoir amener les États à vraiment trouver un moyen adéquat pour pouvoir réduire le réchauffement climatique. Sinon, dans quelques années, on va quand même se retrouver avec des problèmes. Vous savez, on a quand même fait face cette année à des dérèglements, puisque même en Guinée, la saison pluvieuse a retardé et bien évidemment, même quand la saison pluvieuse est arrivée, on a quand même constaté qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes, notamment par rapport au calendrier. Et quand il y a des problèmes comme ça, les cultures sont affectées, forcément les femmes, Hadiatou. Ah ben oui, quand l'environnement ne va pas bien, c'est qu'on ne va pas bien. Parce qu'on vit dans cet environnement, on respire cet air-là et on se nourrit à travers cet environnement-là. Donc quand ça ne va pas, c'est un sérieux problème. Et comme elle a dit actuellement, c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, notamment donc la Guinée, on n'a pas d'usine qui puisse vraiment polluer l'atmosphère de sorte à nous créer un problème ou bien à nous mettre nous aussi dans la question de réchauffement climatique. Oui, mais la déforestation. Oui, je reviens dessus. L'utilisation du charbon. Oui, la déforestation, l'utilisation du charbon, ça joue sur nous, ça joue sur le réchauffement climatique. Mais je pense que ces usines de l'Occident jouent encore plus sur le réchauffement climatique. C'est ce qui nous fatigue encore plus. Mais moi, quand on parle d'environnement, j'aime bien qu'on reboise et je pense que à chaque fois qu'il y a des événements, on organise un reboisement, il y a des gens qui plantent des arbres, super. Mais moi, quand on me parle aujourd'hui d'environnement, je vois l'image de Conakry. Avec Alpha Condé, il y a quand même eu une initiative salutaire, le programme présidentiel pour le reboisement. Moi, j'étais dans la délégation qui était dans la région de Farana. On a fait le tour, mais c'est des ONG qui devaient quand même mettre en pratique, qui devait exécuter le programme. Il faut de l'argent pour ça, Yaraï. Oui, mais on attend tous les partenaires techniques. On peut quand même... Non, sous le règne d'Alpha Condé, il y a quand même eu des fonds qui ont été débloqués. Et c'est des ONG qui étaient chargées d'exécuter ces projets. Mais le gros du problème, c'est quoi? C'est le manque de suivi. Puisqu'il y a eu des plans qui ont été collectés à travers tout le pays pour pouvoir reboiser. Mais après, ça a été lancé, la cérémonie officielle a été lancée à Doubreka. Il y a eu des plans qui ont été achetés à travers des ONG, il y a eu du reboisement. Mais après, on ne sait pas qu'en est-il. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de suivi. Le processus, c'est toujours comme ça. En Guinée, il y a toujours des projets qui sont exécutés, mais le suivi fait défaut. Et là, ça fait qu'il n'y a pas trop de résultats sur le terrain, malheureusement. On a toujours des bons projets, on a toujours de bons textes de loi. C'est toujours le travail, l'application, le suivi qui nous pose problème. Mais en plus de cette question de reboisement, normalement, ça ne devrait même pas coûter. Tout le monde peut, je pense, reboiser. Dès que tu as un espace, c'est possible de le faire. Je pense que si tu as si tu as suivi quand même, en tout cas nous en notre temps, quelques cours de sciences d'observation, on nous a un peu montré comment planter certains plants et autres. Tu peux le faire. Si tu as une grande cour, tu peux planter 2 ou 3. Tu peux même parfois, lorsque tu as un enfant, décider de planter un arbre. Oui, ça c'est l'arbre de mon enfant, ils vont grandir ensemble et autres, c'est des choses qu'on peut faire, ce n'est pas un coup. Il y a des arbres, il suffit il y a la façon de le faire. Bon, j'ai oublié les mots, ça fait longtemps que j'ai fait sciences d'observation, mais c'est possible de le faire. Mais en ce qui concerne l'environnement, il faut parler de l'état de Conakry, de l'état du pays. Il faut reconnaître qu'il y a un réel besoin
d'assainir, de nettoyage de cette capitale. Ville propre. Oui, mais c'est pas aussi catastrophique qu'on le croit maintenant. Il y a des efforts qui sont en train d'être déployés. Dans ce sens, on a vu quand même que Conakry n'est pas comme... En tout cas, c'est mieux qu'avant. Non, tout n'est pas noir, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Je veux juste faire une précision. Diarra a dit tout à l'heure que l'Afrique subit les conséquences du réchauffement climatique. Je veux apporter une précision. Ce n'est pas seulement l'Afrique. L'Afrique, comme tous les autres continents, subissent les effets, les conséquences de la dégradation de l'environnement. Mais c'est l'Afrique, la victime potentielle. Oui, ok. Mais vous savez, la question de pollution de l'environnement va au-delà des frontières. Ça n'a pas de limite. Vous comprenez ? Un acte qui est posé, certainement allant dans le sens de dégrader l'environnement, de polluer l'atmosphère, aux États-Unis peut avoir des conséquences en Guinée. C'est l'occasion d'interpeller les nations à agir ensemble. Parce qu'il faut déjà faire quelque chose au niveau local. Hein. Il faut commencer au niveau local. Voilà pourquoi j'ai dit... J'en viens, Arissatou. Justement, moi, je comprends le message de la ministre invitant les femmes à s'investir plus dans ce sens. Mais je veux juste apporter une précision. La protection de l'environnement ne se résume pas qu'aux campagnes de reboisement. Posez-vous la question de savoir, est-ce que vous vous interrogez parfois de savoir où sont déversés les produits cliniques, surtout en cette période de Covid. Les déchets médicaux. Les déchets médicaux se retrouvent où? Au fond des océans, où exactement? On ne sait pas. Est-ce que ces déchets sont incinérés? On ne sait pas. Pourtant, normalement, chaque structure de santé doit avoir un incinérateur pour incinérer quand même certains produits normalement. Autre facteur de pollution de l'environnement. Et il n'y a pas également de communication autour de telles initiatives. L'autre chose, très rapidement. Oui, l'autre chose, c'est Hadiatou l'a précisé tout à l'heure. Conakry est sale. Le simple fait d'utiliser ce bidon d'eau là ou le sachet d'eau, le boire et le jeter, quand tu rencontres un citoyen, justement, ce sachet-là, il y a un manque de civisme, Aïssatou, je suis désolée, combien roulent dans leur caisse cylindrique à Conakry et qui ne se gênent pas de boire et après jeter le sachet sur la route sans même qu'il y ait quand même quelque chose sur sa conscience. C'est de la base au sommet. Alors moi, il y a une partie qui a attiré mon attention dans le discours de la ministre Nanette, c'est quand elle a parlé de la Haute-Guinée. Alors nous savons que la Haute-Guinée quand même, il y a presque plus de verdure parce que nos parents de ce côté coupent et incinèrent en fond des charbons et pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Alors je pense que c'est bien beau, tous ces discours sont bien beaux aujourd'hui, hein, mais ce n'est pas seulement à l'occasion de cette journée, ça doit être en quotidien. Il faut que les structures à la base fassent des sensibilisations, s'impliquent aussi dans ce sens, parce que si vous remarquez, tellement il fait chaud du côté de la Haute-Guinée, en fait, les gens, c'est comme s'il y avait le cerveau qui était en train de cuire. Donc, ce sont des gens super chauffés, super agités, et ça, c'est l'effet de la chaleur qui leur tape. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la base, leur dire, il faut planter des arbres. Quand vous coupez ceci, il faut remplacer par d'autres. Je pense que comme ça va aller, le message va mieux porter. Même si scientifiquement, on ne l'a pas encore prouvé. Mais il y a quand même, avant de vous laisser Zakaria Koulibaly, l'ex-ministre, sur le terrain. Si vous permettez très rapidement, retrouver notre envoyé spécial donc du côté du Palais du Peuple, Amadou Ribari, qui est en ligne. Bonjour Aoubé, bienvenue. Bonjour Arissa Tousso, bonjour à toutes les animatrices, les chroniqueuses de cette émission. Bienvenue, vous êtes donc au Palais du Peuple. Est-ce que la célébration du 8 mars a déjà commencé? Oui, la fête elle a déjà commencé, le palais vibre au rythme donc de la fête du 8 mars. Déjà, au moment où je vous parle, certainement vous entendez l'ambiance des femmes qui dansent, qui chantent, qui applaudissent. Et vous avez des femmes sous des tentes. Donc, on voit toutes les
couches socio-professionnelles seront représentées ici à l'esplanade du palais. L'événement ne se déroule pas dans l'intérieur du palais, mais plutôt sur l'esplanade. Le chef de l'État, le président de la transition est attendu ici. Il de l'État offre déjà tout le dispositif sécuritaire est mis en place. On voit sur des stands je vois écrit Journée internationale des droits des femmes, l'égalité des sexes. Aujourd'hui, pour un avenir durable, vous avez la caisse nationale, les femmes de la caisse nationale de sécurité sociale, du port autonome de Conakry, les femmes banques et assurances, femmes militaires et paramilitaires, les communes, les 5 communes de Conakry sont représentées. Vous avez bref toutes les couches socio-professionnelles qui sont représentées ici. Les femmes chantent et dansent. Il y a certaines femmes qui donc des pancartes sur lesquelles on peut lire les droits des femmes s'arrachent quand ça ne tire pas dans la facilité. Merci beaucoup à vous, Amadou Ribari, qu'on va essayer de retrouver un peu plus tard pour notamment entendre le chef de l'État qui est donc attendu du côté du Palais du Peuple. On l'a compris, hein? Les femmes sont déjà là. Le chef de l'État ou le président de la transition. Diarra, il ne me fait pas rappeler Non, je suis d'accord avec Diarra. C'est pas un chef d'État. C'est pas un chef d'État. Le colonel Doumbouya, alors, on va l'attendre. Voilà, le président du CNRD, le président du CNRD et le président de la transition. Je pense que toutes les couches sociales sont représentées. Je voulais lui demander après, est-ce que les femmes de Avaria, est-ce que les femmes de Madina sont représentées aussi? Même pas la peine de demander. Les femmes de la base, ah oui. Avaria va se transporter là-bas aujourd'hui. Est-ce qu'elles seront là? Il y aura forcément on a dit des promesses. Là, elles sont en train de danser et tout, et ça nous a toutes fait sourire ici, parce que sûrement nous on sait que l'objectif de cette fête n'est pas pour danser, n'est pas pour chanter. Oui, il y a même parce que là on dit la fête des femmes, non, c'est le droit des femmes là qu'on réclame. On fait une mise en cause là de ce qu'on vit en fait, donc ce n'est vraiment pas une fête. Voilà, tout à l'heure on parlait de... C'est la journée internationale des droits de la femme. Donc il faut quand même mettre l'accent sur ces droits, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et se projeter sur les défis à relever. Quelque part de danse, ça ne fait pas de mal. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, la fête, c'est tout. Cette célébration, c'est pour tout le mois de mars, pas que pour aujourd'hui. Voilà. On parlait tout à l'heure, je crois, on peut continuer le sujet ou bien vous finissez d'abord? Allez-y. Alors moi je me dis que chacune a sa façon de célébrer. C'est vrai, c'est une fête, il faut danser, mais pas que. C'est quand même l'occasion de demander aux autorités de faire, comme elles disent, d'arracher les droits. Mais combien sont capables de le faire? Aujourd'hui, moi je pense que les femmes à la base doivent saisir de l'opportunité, parce qu'il y a quand même le chef de la transition qui sera également notre ministre, pour porter les messages clés. Pour porter les messages clés. Vous êtes là aujourd'hui à l'occasion de notre journée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ça sera fait, c'est ça? Soyez sûr. Non, mais il ne faut pas s'attendre à cela, hein, parce que quand on prend le programme, le déroulement de la cérémonie officielle organisée par le ministère en question, il n'y a que des séries de discours, des autorités et des partenaires du système des Nations Unies. Et après, une prestation artistique. Vous imaginez, les acteurs de la société civile sont carrément écartés, quoi. Même s'ils sont là, ça va se limiter à cette journée. Voilà, c'est ce que je veux te dire. C'est fini. À chaque 8 mars, c'est ça la célébration. On vous donne des pagnes, on vous regroupe au palais, on vous fait de beaux discours, on vous fait des promesses. Et c'est fini, et puis on dit au revoir. Moi, je pense, parce que je m'étais dit, je ne sais pas si ça va se faire, ou bien si quand même on avait pu avoir Madame la ministre ici, j'allais lui demander quel accent particulier est apporté à cette fête. Pas juste danser, pas juste des discours. C'est déjà bien le côté reboisement, environnement et tout ça. L'une d'entre vous vient de dire que normalement c'est tout le mois de mars. Moi, je pense que Madame la ministre devait se retrouver avec tout son pool et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire durant tout ce mois de mars. Même à l'intérieur du pays. Pourquoi on dit égalité des sexes, pourquoi ne pas organiser des formations pour d'abord informer les femmes sur leurs droits et former les hommes sur ce qu'on appelle égalité des sexes, parce que jusqu'à présent ils n'arrivent pas à comprendre et dans toutes les langues du pays. Merci. Mirador continue donc dans un instant. Nous donnons la parole à notre première invitée, mais bien avant on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales.